Bonjour à tous, bienvenue à la REFNUM 2020, en ce 10 novembre 2020. Je suis très heureux d'être là, d'animer pour vous toute cette journée. Un événement exceptionnel qui va se dérouler dans un contexte très particulier évidemment, puisque nous serons entièrement en visio. C'est en quelque sorte une émission de télé, en tout cas une émission vidéo à laquelle vous allez assister. Puisque nous vivons véritablement une période étrange, une période de transition. C'est la période qui veut cela, donc, de transition politique, transition économique, transition environnementale et bien sûr transition numérique. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a le numérique. C'est le numérique qui nous permet de continuer à vivre, de continuer à travailler, de faire que cet événement a lieu. Mais ce numérique a aussi un problème. Il pose un problème, il a une sorte de double visage, car d'un côté, il permet de réduire l'empreinte CO2, on le voit avec le télétravail, on en parlera aujourd'hui. Eh bien, fort heureusement, les émissions de CO2 diminuent, et il y a bien d'autres bénéfices encore, mais le numérique produit lui-même et a sa propre empreinte environnementale qui n'est pas neutre depuis plusieurs années. Les alertes se multiplient. On estime qu'il y a entre 2 et 4% des émissions de CO2 dans le monde qui sont produites par le numérique. Alors, ce numérique est-il l'allié ou l'ennemi de l'environnement? La transformation digitale des entreprises est-elle compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique? Comment concilier ces injonctions a priori paradoxales? Eh bien, c'est tout cela dont nous allons parler aujourd'hui. C'est tout cela dont il va être question au cours de cette nouvelle édition de la REFNUM. On va en débattre à travers plusieurs tables rondes. On va parler donc aujourd'hui de sobriété numérique, on va parler de territoire, de 5G, d'intelligence artificielle. Une REFNUM un peu particulière, je vous l'ai dit, puisque tous les participants, ou presque, seront en visio. On les remercie malgré tout d'ores et déjà d'avoir répondu présent, même virtuellement. Nous allons quand même ouvrir cette journée avec deux participants que j'aurai la chance de recevoir ici en chair et en os. Ils sont avec nous. Il s'agit des organisateurs, des hôtes de cet événement, Geoffroy Roux de Bézieux et Véronique Di Benedetto. Et pour commencer, je vous propose et je vous demande de bien vouloir accueillir le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. J'enlève le masque, bonjour. Vous êtes autorisé puisque nous avons la distanciation sociale. Il y a presque 2 mètres et on est dans une pièce de, 100 mètres carrés et on est 4, donc ça oui, il n'y a pas aller. grand monde, effectivement. Voilà, mais bien sûr, chez vous, sauf si vous êtes en visio avec nous, évidemment, toujours les gestes barrières. Geoffroy Roux de Bézieux, je le disais, c'est ce numérique qui nous permet d'organiser cette REFNUM. On va en parler dans un instant. Finalement, période étrange, mais aujourd'hui particulièrement, il y a une petite lueur d'espoir. C'est presque un tournant, peut-être un tournant, qui sait, puisque cette REFNUM a lieu le jour même où l'on vient d'annoncer qu'un vaccin a été découvert contre la Covid. Il y a encore évidemment plein de choses à confirmer, mais c'est un jour véritablement important, un jour de transition là encore. Écoutez, il faut rester extrêmement prudent. Effectivement, il y a ce vaccin de Pfizer. Il y a aussi une dizaine de candidats vaccins qui avancent bien. Je l'ai dit, c'est pas pour dire, je l'avais dit avant, mais depuis le début, je dis que collectivement, l'intelligence des laboratoires pharmaceutiques qui travaillent de manière collaborative sur ces sujets débouchera forcément sur la découverte d'un vaccin. Et c'est une preuve que le génie humain ne lâche jamais, d'une certaine manière, et qu'il y a toujours une façon de trouver une solution. Alors, il faut être prudent. Le temps de produire en masse, de vérifier le dernier stade de phase de test, le temps aussi de convaincre les gens de se vacciner. Un quart des Français disaient qu'ils n'allaient pas se faire vacciner. C'était il y a quelques semaines. On parlera peut-être du rapport des Français à la science dans quelques minutes. Absolument, mais oui, c'est une bonne nouvelle. La bourse a probablement un peu surréagi hier. Mais bon, ça montre aussi, j'allais dire, il faut regarder un peu dézoomer. C'est le ressort comprimé. Il faut un peu dézoomer par rapport à ça. Alors, il reste quand même des mois difficiles à passer. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de continuer à organiser des événements, même numériques. Alors, cette REFNUM,
REF numérique. Rappelez-nous de quoi il s'agit et pourquoi avoir décidé de la maintenir dans ce contexte malgré tout. Alors il y a 6 ans, quand j'ai lancé cette idée, alors ça ne s'appelait pas la REF, ça s'appelait l'Université du numérique, mais l'idée était la même. On était beaucoup sur ce thème de numérisation des PME. Il y a énormément d'événements numériques qui existent, Vivatech, d'autres. Nous, notre raison d'être pour le MEDEF, c'est notre tissu de PME. C'est 47 salariés, l'adhérent moyen du MEDEF. Et on avait constaté qu'il y avait un retard de numérisation dans les PME françaises. Malheureusement, le constat, il est toujours un peu là. Il y a eu des progrès de fait, bien sûr, heureusement, en 6 ans. Mais quand on voit ce qui se passe pour les petits commerces, dont une très grande partie n'a pas de site internet, d'option click and collect, d'option de rendez-vous, on voit que ce sujet, il est toujours là. Et donc, c'est un peu un complément de la grande REF, si j'ose dire. Alors évidemment, cette année, elle porte son nom parce que la REF numérique est tout en numérique. Mais moi, je n'ai pas hésité une seconde à la maintenir parce qu'il faut qu'on continue à vivre et travailler pendant le Covid de manière différente. Donc évidemment, on n'aura pas la convivialité des échanges physiques, mais il faut réinventer des événements numériques. C'est ce que fait d'ailleurs assez intelligemment l'industrie de l'événementiel, qui essaye de proposer des solutions un peu différentes. Je sais que par exemple, le salon nautique va avoir lieu en mars, il était prévu en décembre, tout en virtuel. Tout en virtuel. Alors évidemment, ce n'est pas exactement la même chose. On voit qu'il y a forcément un manque. Le numérique ne remplace pas tout. Mais l'idée, c'est d'envoyer un signal à tout le monde. Il faut continuer. Il faut continuer l'activité économique. Vous parliez des petits commerces, Geoffroy Roux de Bézieux à l'instant. Ils ne sont pas encore, on va en parler tout au long de cette journée, ils ne sont pas encore très numérisés. Autre sujet d'actualité, là, puisque je vous ai sous la main, je vous fais réagir tout de suite. Vous m'avez sous la main. Voilà. Bruno Le Maire a annoncé hier une aide pour les petits commerces, pour les aider à se numériser, 500 € par établissement. C'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est une goutte d'eau, c'est symbolique. Bon, d'abord, on ne va pas résoudre le problème du mois de novembre avec un plan de numérisation décidé le 7 novembre. La responsabilité est partagée, d'ailleurs. On ne peut pas demander tout à l'État. Il y a un certain nombre j'aime pas le mot de petits patrons, mais de patrons de petites entreprises qui, effectivement, ont pris du retard. Et c'est aussi leur responsabilité. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Bon, après, 500 €, je ne sais pas ce qu'on fait avec 500 €, même si on n'est pas obligé de mettre en place, alors je ne vais pas citer de logiciels de e-commerce, mais il y en a quelques-uns, il y a des Français d'ailleurs. Il faut quand même quelques milliers d'euros à minima, ne serait-ce que pour s'intercaler avec ses stocks, etc. etc. Donc, élément déclencheur? Je sais pas, je préférais avoir un peu moins de commerce et un peu plus par commerce. Il faut faire les choses. Bon, mais on va en parler avec lui. Je pense que là, il a répondu dans le cadre d'une émission de télé. Je pense qu'il faut faire les choses un tout petit peu plus de manière organisée. Mais oui, on a besoin de le faire. Cette pandémie, c'est aussi un accélérateur de temps. Le problème du commerce physique, il date pas du 17 mars. Tout le monde le sait. Le problème de, disons, l'énorme montée en puissance des géants du numérique, il ne date pas non plus du 17 mars. Donc, c'est l'occasion de se prendre les choses, mais on ne résoudra pas le problème de novembre avec ce type de mesures. Alors, le thème du jour, c'est donc numérique et environnement. Numérique et écologie, est-ce que ce sont des injonctions contradictoires ? Alors, moi, j'ai toujours été de ceux, moi, ça fait donc une vingtaine d'années que je travaille dans ce monde-là, qui pensaient que le numérique, la science en général, c'est un apporteur de solutions pour régler ce type de problème. Et que c'est par la technologie qu'on va justement résoudre différents problèmes. Alors les problèmes d'inclusion sociale, les problèmes de pauvreté et évidemment le problème qui est devant nous de réchauffement climatique. Mais on voit monter depuis quelques années et très fort depuis quelques mois à cause de la 5G, cette idée que, au fond, la technologie au sens large et le numérique en particulier est un ennemi de la transition climatique. Et donc il y a cette idée que finalement, si on pousse le numérique, on va aussi pousser le réchauffement climatique par les externalités qu'elle produit. Alors, moi je ne suis pas hostile au concept de sobriété numérique. Il y a de temps en temps des excès. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ma première entreprise, c'était Phonehouse, il y a plus de 20 ans. C'est vrai que les Français changent de téléphone portable tous les 2 ans, bien plus court, sur un temps bien plus court que l'obsolescence normale. Donc,
et d'ailleurs c'est un des facteurs les plus contributeurs au réchauffement du numérique. Donc il ne me semble pas absurde qu'on se pose cette question-là. Mais dire on peut se passer du numérique, on peut se passer de l'innovation, on peut se passer de la 5G parce que ça contribue au réchauffement de la planète, c'est une erreur. Très concrètement, la 5G, à même consommation de données, c'est moins d'externalités CO2 que la 4G. Simplement, la croissance de la consommation de données dans le monde elle est énorme. En France, elle est énorme. Et surtout, elle contribue au progrès. La télémédecine a besoin de la 5G. Il y a eu, je crois, 5 millions de téléconsultations pendant le premier confinement. Elles n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas des réseaux numériques, fibre et 5G, enfin 4G à l'époque, qui fonctionnaient. On en reparlera d'ailleurs de la 5G, on en parlera tout à l'heure avec Alain Veil, le patron d'Altis, PDG d'Altis. On en parlera cet après-midi également avec des opérateurs et des élus. Vous parliez à l'instant de la science. J'aimerais creuser juste un petit peu cette idée-là. Est-ce que les Français ont un rapport avec un problème avec la science ? Un sondage vient d'être réalisé pour le compte du MEDEF par Odoxa. Il ressort notamment que 31% des Français ont une vision bénéfique du progrès, mais c'est beaucoup moins que dans les pays voisins. Est-ce qu'on a un souci avec la science ? Avec le progrès ? Oui, on a. Alors globalement, dans l'Occident, il y a, j'ai envie de dire, une sorte de désenchantement du progrès. Le progrès, pourquoi faire ? Dans une société, je ne vais pas être trop philosophique, mais qui est une société de prospérité, de bien-être, qui est repue, qui n'a plus faim, qui n'a plus soif, où tous les besoins primaires sont remplis, la question du sens se pose. Et effectivement, il y a des questions. Et donc, il y a une remise en cause qui n'est pas d'ailleurs illégitime, qui est assez démocratique. Mais c'est vrai qu'en France, il y a aussi une forme de scepticisme. D'ailleurs, ça se voit dans beaucoup de domaines. Vous savez que la défiance dans les études françaises est toujours plus forte en France que dans les pays voisins. Et cette défiance se manifeste beaucoup à l'égard des scientifiques. Vous avez vu pendant le confinement, d'ailleurs après le confinement, les polémiques qu'il y a eu médicales, et avec des théories plus ou moins farfelues, des tas de gens qui se sont autoproclamés spécialistes des pandémies sur les plateaux de télé. On a du mal à faire confiance à la science. Ça devient une question d'opinion et de débat, finalement. Exactement. Or, nous, au MEDEF, on reste, parce qu'on est entrepreneur, parce qu'on est innovateur, on reste non pas des partisans de la science au sens presque religieux du terme, mais des gens qui sommes convaincus que le progrès technologique, le progrès scientifique apporte des solutions. Après, c'est évidemment aux individus, aux citoyens, démocratiquement, de s'en emparer ou pas. Et il y a certainement des choses, des progrès scientifiques qu'il faut limiter ou interdire dans le domaine de l'éthique, par exemple. On voit bien à quoi je peux faire allusion. Mais il y en a d'autres, quand ils sont bien bordés, qui contribuent à l'épanouissement des individus. Et dépassionner ce débat, rationaliser ce débat, même si ce n'est pas facile dans la sphère publique, c'est un travail, j'allais dire, qu'on doit faire presque ensemble, les journalistes sérieux, dont vous faites partie évidemment. On essaye. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire sortir des imprécations, des opinions, essayer de mettre les faits sur la table, factualiser les choses pour permettre le développement, non pas de nos entreprises pour juste la croissance des profits, mais aussi pour le bien-être et pour le bien commun. Alors le débat sur la science, le progrès, la technologie, parfois est de plus en plus accusé, et notamment d'être responsable du réchauffement climatique. Il y a un autre accusé, il est encore plus profond, on va dire, c'est le modèle économique dans lequel on vit, le capitalisme aujourd'hui est montré du doigt. Est-il responsable de tout ? Et alors j'ai écrit la question, mais j'ai une petite idée de votre réponse. La décroissance est-elle une option ? Peut-être juste sur la première partie de votre remarque sur numérique et CO2. Nous, on ne nie pas que la croissance de la numérisation de l'économie a techniquement des effets CO2. Les data centers produisent du CO2. J'ai parlé des téléphones portables, donc tout le hardware avec une obsolescence assez forte a des effets sur la planète. Mais il faut prendre en compte l'ensemble des effets, et notamment tous les évitements de CO2, alors qui sont, je le reconnais, difficiles à calculer. Mais quand vous faites du télétravail, quand vous remplacez une réunion par une conférence call ou une visio, par construction, vous évitez de la production de CO2 parce que vous ne vous déplacez pas, etc. Et il y a vraiment des 10 000 exemples de ce type-là. Alors, sur la question croissance, décroissance,
moi, je pense qu'elle a été binarisée à tort. C'est-à-dire que soit on est l'ami de la planète et on va vers la décroissance, c'est-à-dire que voilà, on arrête de consommer, on se replie sur soi-même, on cultive son potager, on va dans ses toilettes sèches et on se replie. Je ne crois pas d'ailleurs que ça soit ce que veulent la majorité de nos concitoyens. Soit on est l'hypercroissant, l'horrible capitaliste assoiffé de profit et donc qui ne s'occupe pas des externalités de la planète. Nous, on pense qu'il y a une voie médiane, intelligente. C'est résumé dans la raison d'être qu'on a fait adopter au MEDEF, qui est agir ensemble pour une croissance responsable. La croissance responsable, c'est quoi ? C'est cette idée qu'on peut faire de la croissance économique tout en réduisant l'impact de cette croissance sur la planète. Et ça passe par la technologie. Je lisais ce week-end, là, pour préparer cette réunion, un article sur le transport maritime qui, alors en particulier en France, a pris des engagements assez forts en termes de CO2. Le transport maritime n'est pas le responsable principal du réchauffement de la planète, mais il y contribue comme d'autres. Voilà, il a sa part. Et notamment, ils sont en train de travailler beaucoup sur tout ce qui est route maritime, et là c'est de la technologie, pour voir comment diminuer la consommation de carburant en utilisant mieux les courants. Bon, ça paraît effectivement assez simple, n'empêche que c'est beaucoup de techno derrière, et c'est un exemple parmi d'autres où la technologie contribue à créer cette croissance, mais cette croissance qui est responsable et durable. Donc un numérique responsable. Je pense que ça peut exister, ouais, tout à fait. Mais il y a aussi l'impact sociétal du numérique. Il y a toutes les transformations que ça va occasionner dans le travail, dans nos vies, évidemment. On le voit de ce fait. Actuellement, on ne sait pas trop si c'est le numérique ou si c'est la crise sanitaire qui change nos vies. L'intelligence artificielle, la robotisation, etc. On parle de la surveillance. Hein. Comment, dans ce contexte-là, aussi développer un numérique responsable ? Alors, il y a effectivement, on vient un peu à la peur du progrès. Moi, je suis très frappé quand même que face à cette pandémie, la seule technique qu'on utilise, c'est la technique qu'on utilisait pendant les pestes du Moyen-Âge, le confinement. Alors, la première fois, on peut comprendre, puisqu'on a tous été pris par surprise. Mais la deuxième fois, on se dit, mon Dieu, la technologie doit pouvoir nous aider. Ce que font assez bien les Asiatiques. Alors, vous savez qu'en France, on le voit bien avec l'appli Tous Anti-Covid, il y a une crainte. Il y a une crainte un peu orwellienne de cette surveillance. Mais je ne peux pas me résoudre à ce qu'on n'utilise pas mieux la technologie pour lutter contre la pandémie. Singapour, je prends cet exemple-là. Singapour n'est pas la France. Hein, mais quand vous allez dans un restaurant, vous avez le droit d'aller dans un restaurant, c'est ouvert. Vous vous déclarez dans une application et si jamais vous êtes contaminé après ou que quelqu'un est contaminé ce soir-là, tous les cas contacts sont identifiés, le restaurant est prévenu, etc. Nous, on a des cahiers, enfin on avait, puisque c'est des cahiers que vous avez remplis. Je suis sûr que vous êtes un citoyen responsable, donc vous l'avez bien rempli. Enfin, il y a juste qu'à regarder les cahiers des pages précédentes pour se rendre compte que... Et donc, pour moi, c'est assez emblématique de, effectivement, ce sujet important de convaincre nos concitoyens que la technologie n'est pas un ennemi de la liberté, n'est pas un ennemi de la lutte contre la pandémie. Et là, je trouve qu'on a un bon sujet. C'est pour ça que nous, on pousse beaucoup Tous Anti-Covid, qu'on pousse aussi beaucoup l'utilisation un peu plus large de Tous Anti-Covid, et notamment utiliser la géolocalisation, avec évidemment un opt-in, hein, donc un volontariat. Il ne s'agit pas de devenir une société de surveillance. Et évidemment, le cantonner dans le temps. C'est-à-dire que c'est lié à la lutte contre la pandémie. Vous parlez du caractère français, c'est peut-être ça aussi le caractère français. On commence par dire non et puis petit à petit on y va. On l'a vu avec le téléphone portable et on est devenu très rapidement de très très gros utilisateurs de téléphone. Je suis optimiste pour ça. On est à plus d'8 millions de téléchargements sur Tous Anti-Covid. Je pense que les gens collectivement se rendent compte que c'est le bon outil non pas de surveillance collective, mais... L'attestation qui joue beaucoup, je pense. Peut-être, ouais. Peut-être, mais c'est pas de la surveillance collective au sens, encore une fois, orwellien du terme. C'est un effort collectif qu'on fait tous pour se prévenir les uns les autres. Au fond, c'est le même geste barrière que le masque. Le masque dit si je suis contaminé, je ne vous contamine pas.
tous anti-Covid, c'est si je suis cas contact, je préviens autour de moi. Geoffroy Roux de Bézieux, il nous reste quelques minutes. 2 petites questions encore, 2 grandes questions d'ailleurs. La technologie, immédiatement, on pense aux GAFA, on pense à la suprématie américaine, demain la suprématie asiatique, et la France et l'Europe là-dedans. Comment maintenir sa souveraineté, son indépendance technologique ? Alors là, je ne vais peut-être pas faire plaisir à tous les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Moi, depuis que je suis élu président du MEDEF, j'ai pris une position assez tranchée là-dessus. Moi, je suis libéral, je suis pour la concurrence, je suis pour l'innovation, mais je suis contre la rente, le monopole et la concurrence asymétrique. Et donc, vous voyez où je veux en venir. On est arrivé à un point, et je le dis depuis assez longtemps, hein, j'avais fait un article dans Les Échos en 2010 exactement sur ce thème-là. Il y a dans certains cas un monopole de fait, amplifié par une asymétrie fiscale qui n'est plus tolérable, qui n'est pas tolérable. Il ne s'agit pas de pointer du doigt Paul, Pierre ou Jacques, ou Jeff, Steve, enfin Steve il est décédé, mais il s'agit de dire... On doit pouvoir lutter à armes égales. Vous savez, la vieille théorie de la concurrence, c'est est-ce qu'on peut entrer sur un marché ? Est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée qui fait que la concurrence ne peut pas s'exercer ? Mais dans le monde du numérique, winner take all, on le voit bien dans les moteurs de recherche, par exemple. Et donc, il y a une barrière à l'entrée qui n'est pas une barrière à l'entrée technique ou réglementaire, qui est une barrière de taille. Bon. Donc, les régulateurs européens doivent s'en emparer. C'est la condition sine qua non. C'est pareil en fiscalité. Après, il ne s'agit pas juste de bloquer les autres. Il faut aussi être capable de développer nos innovations, nos champions. Et c'est vrai que parce que le marché unique européen ne fonctionne pas encore assez, moi j'étais un des premiers investisseurs avec mon fonds qu'on a monté avec Pierre Kosciusko, Jean-Yves Chamboredon, etc., dans Blablacar. Monter un Blablacar dans tous les pays d'Europe, ça a été la croix et la bannière parce que les législations étaient différentes. Le covoiturage en Espagne, ce n'est pas covoiturage en Angleterre, ni le covoiturage en Allemagne. Quand vous innovez en Californie, vous avez d'un seul coup 350 millions, enfin un marché de 350 millions qui est disponible avec des petites différences de taxes, etc. Mais, alors, donc, évidemment, la langue et la culture, ce qui aide. Non, mais bien sûr, ce qui aide, hein, je ne nie pas ce point-là. Donc, on a besoin aussi de l'Europe de ce point de vue-là. Et puis après, il faut créer cet écosystème d'innovation qui commence à voir le jour en Europe. Moi, je peux vous dire la différence. Quand j'ai démarré ma première entreprise il y a 20 ans, et aujourd'hui, les dossiers que je vois en tant qu'investisseur, c'est le jour et la nuit. Mmh. Et l'harmonisation, s'il y a une véritable harmonisation, il n'y aurait pas de taxe GAFA, par exemple. Dernier mot, et votre message, Geoffroy Roux de Bézieux, aux entreprises que vous représentez, auxquelles on s'adresse aujourd'hui, aussi bien les entreprises du numérique que celles qui ne sont pas dans le secteur du numérique, mais qui, on va le comprendre tout au long de la journée, ont besoin aujourd'hui du numérique. Votre message, c'est quoi ? D'abord, un message d'espoir, pas trop rebondir sur l'annonce de Pfizer, mais on a effectivement des mois difficiles à passer. Il y aura peut-être d'autres reconfinements, en tout cas d'autres restrictions sanitaires, mais sachons dézoomer, lever la tête et prendre les décisions d'investissement, les décisions d'embauche ou de licenciement avec un horizon un peu plus lointain que celui qu'on pourrait avoir quand on regarde ce qui se passe au quotidien. Et puis oui, le numérique est un allié formidable quand on l'utilise intelligemment dans une entreprise pour transformer l'entreprise. Donc saisissons cette période évidemment très particulière pour nous transformer collectivement. Merci Geoffroy Roux de Bézieux. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette toute première intervention. Vous avez donc lancé la REFNUM 2020. Et nous allons voir maintenant ce qui se passe spécifiquement dans le monde des entreprises du numérique. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Di Benedetto, vice-présidente de Syntec Numérique. Bonjour madame, bonjour Véronique Di Benedetto. Merci d'être là. Jérôme. Je le disais, vous êtes co-organisatrice de cette REFNUM 2020. Tout à fait. Vous représentez le Syntec Numérique. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce Syntec Numérique, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, le Syntec numérique, c'est l'organisation professionnelle qui regroupe l'ensemble des entreprises du service numérique, les éditeurs de logiciels, les entreprises de conseil en technologie. Nous sommes 2000 à peu près adhérents et nous représentons 80% du chiffre d'affaires du secteur, soit le chiffre d'affaires du secteur, c'est 56 milliards d'euros quand même, et 510 000 collaborateurs. Donc c'est le numérique, c'est l'électronique, c'est l'informatique, c'est tout ça. Voilà, c'est l'ensemble des chaînes du numérique. Alors pourquoi êtes-vous associé à cette REFNUM avec le MEDEF ? Alors, on y est naturellement associé parce que d'abord, le Syntec numérique travaille avec le MEDEF depuis de longues années et en particulier sur le sujet de la transformation numérique. Et cette année, particulièrement, le thème numérique et écologie nous a parlé. En effet, c'est un thème sur lequel nous nous sommes engagés depuis maintenant 2-3 ans assez fortement. Et nous avons d'ailleurs à cette occasion sorti l'année dernière un programme, cela me permet d'en parler, numérique responsable, pour accompagner justement la trajectoire écologique de nos adhérents et de les aider justement dans réduire leur impact environnemental et prendre en compte les externalités dont on a parlé pour un numérique justement plus responsable. Voilà, parce que le poids du numérique, on l'a dit, on va le redire, évidemment, est de moins en moins, et il n'est pas négligeable, même si c'est encore un petit peu flou. Hein. C'est peut-être un peu ça le problème aussi. On manque un peu de données finalement pour mesurer véritablement les bénéfices et les inconvénients liés au numérique. Oui, et effectivement, il y a de plus en plus de travaux en ce sens qui vont émerger dans les mois et les années à venir. Vous avez évoqué l'action que vous menez à destination des entreprises que vous représentez. Ça va jusqu'où ? Ça se concrétise par quoi ? Comment réagissent-elles, etc. Alors, avant de parler peut-être des actions, on va peut-être parler justement de l'empreinte écologique elle-même. Oui, sur ce qu'elle représente. En fait, il faut savoir que cette empreinte est réelle, elle existe. On va être réaliste, on ne va pas être idéologue. C'est une empreinte qui est tout à fait aujourd'hui de plus en plus, on va dire, mesurable. Et il faut tendre effectivement, comme l'a dit Geoffroy, vers un numérique qui soit sobre et plus efficace. Que ce soit d'ailleurs qu'on part du data center jusqu'au téléphone portable, en parlant aussi du software et des usages qui varient grandement d'une personne à l'autre. Mais cette transition énergétique et écologique ne réussira pas sans le numérique. En effet, le numérique, ça a été dit de nombreuses fois, contribue par ses innovations justement à un comportement et à des usages plus respectueux de la planète. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Mais je voudrais quand même effectivement revenir sur cette empreinte environnementale. Il s'agit aujourd'hui d'une mesure qui est encore difficile, mal cernée, parce qu'on parle de fabrication qui n'a pas lieu en général en Europe. On parle du transport, on parle du recyclage, on parle du développement software, on parle des usages dont on a dit qu'ils étaient très variés. Cependant, il y a quand même des consensus qui se dégagent et il y a une tendance incontestable. Je vais vous donner quelques chiffres. Le numérique aujourd'hui, c'est 34 milliards d'objets connectés, d'équipements connectés dans le monde, 34 milliards, donc ce n'est pas négligeable. Ça représente, vous l'avez dit Jérôme en introduction, 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est autant que le transport aérien, voire plus, et je pense que cette année, c'est sûrement plus. C'est une croissance de 9% de la consommation énergétique chaque année. Et au-delà de ça, cela contribue à appauvrir les ressources naturelles. Parce que la fabrication de tous ces objets, effectivement, nécessite beaucoup de minéraux, beaucoup d'eau. Si je vous donne un exemple, un seul PC, cela peut nécessiter 1,5 tonne d'eau et plus de 60 métaux différents. Donc on voit bien qu'effectivement l'enjeu de la réduction de l'empreinte environnementale du numérique est un enjeu majeur pour nos adhérents et on l'a pris en compte et on va effectivement travailler dans ce sens. L'environnement est au cœur de la stratégie des entreprises. Même si je me permets juste de souligner, je crois bien qu'en fait l'impact du numérique, quand on parle de 4%, on inclut la fabrication et on compare à l'aviation sans inclure pour les avions la fabrication des avions, ce qui est un peu étrange. Alors c'est pour ça que j'ai parlé effectivement du transport aérien. Ouais, j'ai parlé du transport
transport aérien. Absolument. Pas de la forme. Je parle là du transport. Oui, c'est vrai que les périmètres sont parfois assez mouvants. Exactement, et on compare parfois des choux avec des carottes. D'accord. Alors donc, justement, vous avez, pour mobiliser vos adhérents, vous avez créé une initiative qui est donc Planète Tech Care. Exactement. De quoi s'agit-il ? Alors, effectivement, cette initiative, elle est née d'un double constat. D'une part, on a nos adhérents et les entreprises qui veulent s'engager massivement sur cette réduction de leur empreinte écologique. Et d'autre part, ils ne savent pas très bien mesurer encore cet impact. Les données sont pas encore très disponibles et il y a une absence de standards communs. Donc, on a vu qu'il y avait vraiment un réel besoin de fédérer l'ensemble des experts pour mettre à disposition de tous les acteurs justement engagés les connaissances disponibles et les savoirs communs. Donc ça, c'est le sens de la création de cette plateforme Planète Tech Care que nous avons donc lancée le 8 octobre, plateforme que nous avons d'ailleurs lancée avec des partenaires. Et je tiens à le rappeler, nous n'avons pas été seuls. D'ailleurs, nous ne pouvons pas agir seuls. Nous l'avons lancée avec d'autres organisations professionnelles, des think tanks, des pôles de compétitivité, des écoles, des associations. Et nous l'avons lancée avec le ministère de la Transition écologique et avec le secrétariat d'État au numérique. Donc cette plateforme vise à accompagner les entreprises signataires dans la réduction de leur empreinte écologique et à soutenir le développement de compétences autour du numérique responsable. Et j'en profite pour préciser qu'il y aura donc un atelier cet après-midi consacré à Planète Tech Care. Exactement, à 15h45. Merci de cette publicité. Ah écoutez, on peut toujours s'inscrire. C'est un peu votre journée. Voilà. Surtout que cet après-midi, il y aura des signataires, donc des entreprises signataires, parce qu'elles sont aujourd'hui plus de 125. Bon, il y aura cet après-midi quelques témoignages de signataires qui ont déjà mis en œuvre des actions pour justement pour réduire leur trajectoire, leur impact environnemental. Et il y aura un autre atelier également, j'en profite, le 26 novembre avec le CIGREF sur la sobriété numérique, avec également d'autres partenaires. Donc on voit que c'est un programme qui va vivre tout au long de l'année avec beaucoup d'ateliers, de webinars, de conférences, à minima 1 par mois, animés par des partenaires sachants et qui va permettre de partager les savoirs et les expériences. Très bien. Donc, on voit que les entreprises que vous représentez ont pris conscience du problème, donc réduction, sobriété numérique, etc. Mais le numérique, c'est aussi de l'innovation. Alors, on compte un petit peu sur eux pour essayer de faire avancer les choses. Est-ce que le numérique, quand même, peut être également, au moins en partie, une solution technologique en termes d'innovation? Alors, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, étant donné la position et la conviction que nous portons au Syntec. Justement, il ne faut pas opposer transition numérique et transition écologique. Au contraire, il faut les faire converger. Donc, j'ai bien insisté sur le fait que nous devons réduire notre impact environnemental. Le numérique doit réduire cet impact environnemental. Ça, c'est évidemment incontournable, mais il faut aller bien au-delà. En fait, les innovations permises par le numérique, le développement des données, la mobilisation des données pour les mettre justement au service de cette transition énergétique et au service des entreprises qui œuvrent en ce sens, sont tout à fait primordial. De fait, le numérique de nos jours peut tout à fait contribuer au développement durable. D'ailleurs, on le voit dans les villes de demain, on le voit dans l'industrie du futur, on le voit dans la mobilité, on le voit dans l'agriculture. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est peut-être donner quelques exemples concrets pour que ce soit justement parlant. Geoffroy a cité le télétravail. Évidemment, c'est le premier exemple frappant qui nous vient à l'esprit puisque ça contribue à réduire les déplacements. On considère aujourd'hui que les déplacements en termes de voyages professionnels, le télétravail va faire baisser de plus de 60% les émissions de CO2 imputables au voyage professionnel. Il y a également évidemment la baisse de papier liée au télétravail. Et le télétravail, ça va être un mouvement de fond dans les années à venir. Donc on peut être effectivement aussi se réjouir de ce mouvement, même si je suis absolument contre tout le télétravail. C'est absolument pas ce que nous souhaitons.
contre Non, tout est télétravail. Ah, voilà. Vous n'êtes pas tout contre le télétravail, vous êtes contre le tout télétravail. Exactement, Ouais. exactement. Et donc, je regrette bien que la REFNUM ne soit effectivement 100% digitale, mais elle a lieu, c'est déjà absolument l'essentiel. Et le numérique favorise aussi la mesure de l'impact environnemental, parce qu'il faut savoir effectivement d'où on part pour savoir où on veut arriver. Donc, si je donne un exemple dans l'agriculture, la reconnaissance d'images permet aujourd'hui de prédire et de prévenir des maladies de plantes. Et ainsi, on peut géolocaliser des traitements tout à fait ponctuels et adaptés et utiliser par là même moins de pesticides. De même pour l'eau, les dispositifs, avec un dispositif adéquat, on peut effectivement économiser beaucoup d'eau. Donc on constate aujourd'hui des nouvelles pratiques agronomiques et on a estimé, des études ont estimé que le rendement des cultures grâce au numérique pourrait croître de 30%, tout en étant beaucoup plus sobre dans l'utilisation des ressources naturelles. Si maintenant on parle des villes, on parle souvent des projets des smart grids, c'est-à-dire les réseaux électriques dits intelligents. Et ces réseaux vont pouvoir permettre d'optimiser, d'ajuster la production, le suivi, la consommation, le stockage d'énergie et faire ainsi que les villes deviennent également plus sobres dans leur consommation énergétique. Bon, c'est encore en phase de démarrage, mais ça s'avère tout à fait payant. Et ces mêmes dispositifs, ces mêmes capteurs, ces mêmes dispositifs de mesure, peuvent s'appliquer dans les entreprises, puisqu'on voit que certains bâtiments sont de plus en plus équipés de capteurs de mesure fine, et cela peut réduire jusqu'à 66% leur consommation énergétique. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'usages, et je vais en citer encore un dernier autour de la préservation de la biodiversité. Allez-y, ouais. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, et des capteurs, on peut cartographier les espèces protégées, on peut analyser leurs mouvements en utilisant des photos prises et analyser donc leurs déplacements et leur évolution. Et on peut ainsi agir en amont de façon beaucoup plus efficace avant qu'il ne soit trop tard. Donc on voit que le champ est infini. Le champ est infini. J'ai cité vraiment très peu d'exemples parce qu'effectivement, ils sont infinis. Mais je pense que dans la journée, on va en découvrir bien d'autres. Et donc aujourd'hui, il faut concilier la réduction de cet impact intrinsèque, je dirais, au numérique et faire bénéficier la transition énergétique des innovations du numérique. C'est vraiment le message clé. Les deux transitions doivent converger. Et avec le MEDEF, avec le Syntec, je pense, et avec beaucoup d'autres institutions, les entreprises, nous y travaillons. Je pense que c'est un défi que nous pourrons absolument réussir et que nous devons d'ailleurs réussir. Merci beaucoup, Véronique Di Benedetto. Merci pour ce message qui va nous guider tout au long de la journée, puisqu'effectivement, on va avoir l'occasion